Bienvenue dans Amphithéa Eco, une nouvelle formule de communication que vous propose Amphithéa en collaboration avec ses partenaires AG2R La Mondiale et le Cercle de l'Épargne. Un plateau débat télévisé enregistré dans les locaux d'Amphithéa dans ce très beau décor avec des invités pour aborder des thèmes d'actualité. Et le thème social qui fait débat en ce moment, c'est la loi Pacte et la réforme des retraites. Tout d'abord, quelques mots pour vous rappeler ce que c'est que l'association Amphithéa. Elle compte 450 000 adhérents, fait partie des 3 premières associations d'assurés en France et elle a pour objectif depuis 45 ans, d'une part, de négocier, souscrire et améliorer les garanties des meilleurs contrats de retraite, épargne santé et prévoyance que propose son partenaire assureur AG2R La Mondiale. D'autre part, de communiquer, de former et d'informer sur les thématiques liées à la protection sociale et patrimoniale. Et c'est ce que nous ferons tout au long de cette émission. Alors avec nous pour ce premier numéro pour aborder la loi Pacte et la réforme des retraites, Virginie Dulchin, directrice du marketing chez AG2R La Mondiale. Bonjour. Bonjour. Jérôme Jaffray, analyste politique et directeur du CECOP, le Centre d'études et de connaissances sur l'opinion publique. Bonjour. Bonjour. Et Philippe Crevel, économiste, directeur du Cercle de l'Épargne. Bonjour. La retraite, c'est un sujet social, économique, démographique qui doit nécessairement prendre en compte l'environnement politique, un environnement complexe pour le président Macron et son gouvernement, avec les Gilets jaunes qui fêtent leur 1 an d'existence, l'annonce des grandes mobilisations. D'abord, je vais m'adresser à vous, Jérôme Jaffray. Où en sommes-nous dans cette réforme et dans quelle conjoncture s'organise-t-elle ? Écoutez, c'est évidemment un sujet extraordinairement compliqué et qui intéresse tous les Français parce que la retraite, c'est un sujet majeur pour eux, qu'ils soient à la retraite ou qu'ils y pensent déjà. Il y a une demande de réforme, c'est ça qu'il faut comprendre et qui fait toute la complexité de la période. Il y a une demande de réforme et l'extraordinaire difficulté, c'est d'arriver à aboutir à cette réforme. La demande de réforme, elle vient des enquêtes que nous faisons avec le Cercle de l'Épargne et Amphithéa. Chaque année, nous faisons un baromètre sur l'état de l'opinion et on voit que le système actuel, il est jugé ni juste ni efficace. S'y ajoute la crainte qu'il finisse par tomber en faillite. D'où un appétit, une demande de réforme qui existait. Et puis Emmanuel Macron, le président Macron, pendant sa campagne, il a mis en avance l'idée que 1 euro cotisé ouvrirait les mêmes droits pour tous. Une formule qui, par sa simplicité, par sa force, a beaucoup séduit les Français. Mais maintenant, on commence à s'apercevoir que ça n'est pas si simple. Et vous avez raison, le contexte politique et social rend les choses encore plus difficiles. D'abord, nous avons une crispation générale de la société française depuis les Gilets jaunes, dont vous rappeliez il y a un instant que le mouvement ne s'est pas complètement éteint. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de catégories dans le pays en souffrance, les urgentistes, les enseignants, mais c'est aussi les policiers, les pompiers, bref, d'ailleurs toutes les catégories qui sont en contact avec le public et qui du coup ont plein de demandes adressées pour améliorer leur situation. Par ailleurs, le pouvoir présente tout ensemble. Il n'a pas séquencé la réforme. On aurait pu penser par exemple que juste après l'élection, on se serait attaqué au problème des régimes spéciaux. Non, tout en même temps, tout à la fois. Et puis enfin, disons-le franchement, il y a une défiance à l'égard des politiques, pas seulement du pouvoir, de tous les politiques en général, qui fait que quand ils présentent un projet, il y a beaucoup de doutes sur quand ils disent voilà ce qu'on va faire, voilà comment ça va se passer, faites-nous confiance. Non, la confiance n'est pas vraiment là. Et du coup, ça rend très difficile le dialogue et la construction d'un compromis, ce qui est toujours nécessaire quand on cherche à faire une réforme de cette ampleur. Alors, Philippe Crevel, comme chaque année, Jérôme Jaffray l'a dit, il y a donc des sondages qui sont faits avec le Cercle de l'Épargne dont vous êtes le directeur et Amphithéa en partenariat avec AG2R La Mondiale. Vous conduisez donc une grande enquête nationale sur les Français, l'épargne et la retraite. Alors qu'est-ce qu'on peut dire sur le ressenti des Français ? Comme Jérôme Jaffray vient de le dire, les Français ont apprécié la formule, le slogan « 1 euro cotisé donne les mêmes droits pour tous ». Et à travers les enquêtes que l'on a réalisées, ce sentiment était très largement partagé. Mais dans l'enquête 2019, il y avait donc une question sur est-ce que vous êtes d'accord pour le régime universel avec le maintien de certaines spécificités ? Et là, les Français
ont adopté cet item en indiquant que oui, ils sont pour l'équité, pour une même règle de calcul des pensions, mais que néanmoins, il faut conserver certaines particularités. Quelles particularités ? Évidemment, la question de l'âge de départ à la retraite. Les Français, très majoritairement, sont pour le maintien de la retraite à 62 ans. D'ailleurs, le président de la République s'y était engagé de la maintenir en l'état, voire il souhaiterait même revenir à la retraite à 60 ans, et il juge majoritairement que financièrement, cette possibilité est jouable. Donc, particularité concernant l'âge, concernant la pénibilité également. La prise en compte de la pénibilité fait partie des données que les Français souhaitent intégrer dans le régime universel. Donc on voit que l'idée du régime universel, qui reçoit l'assentiment d'une majorité de Français, néanmoins, doit être complétée par la volonté de maintenir certains particularismes. Et on voit là le côté très français. Depuis 1945, il faut signifier d'ailleurs qu'en 1945, le régime général a été institué, et qu'il n'a jamais été général, car les régimes spéciaux de l'époque, qui sont en fait d'anciens régimes de retraite mis en place avant la Seconde Guerre mondiale, se sont maintenus de manière indépendante, car plus avantageux que l'actuel régime général, et que même à l'époque, en 1946, les syndicats avaient obtenu l'abrogation de la loi qui permettait l'unification générale. Donc, 1946-47, 1995, déjà cette question de la convergence, tout en maintenant les particularismes, se posait. Alors, chaque gouvernement a toujours essayé de toucher à la retraite, ce qui n'est pas un sujet facile. Tout le monde a essayé, mais personne n'y a réussi pour l'instant. C'est sûr. Et là, disons le mot, le président Macron et son gouvernement n'ont pas fait les choses en petit. Hein. C'est tout changer. Tout changer comme système, alors que jusque-là, et ces dernières réformes, c'était des réformes, alors les fameuses formules paramétriques, ça veut dire des ajustements en réalité. On relevait soit l'âge légal, une réforme très importante, puisqu'on est passé de 60 à 62 ans, et soit on augmentait la durée de cotisation en demandant des trimestres en plus. Là, nous sommes dans une situation où on va beaucoup plus loin. Alors, ce que veut le pouvoir et ce que demande l'opinion, tout le problème, c'est d'arriver à faire rencontrer, à trouver un terrain d'entente. Les demandes des Français, à minima, c'est la clarté. Or, pour le moment, en tout cas à la date où nous parlons, ça n'est pas très clair, le système qu'on va mettre en place. Ils demandent de la visibilité, c'est-à-dire le minimum. À quel âge pourra-t-on partir en retraite et avec quel montant pourra-t-on partir en retraite ? Ça, c'est ce que les Français aimeraient y voir clair là-dessus. Et puis une garantie minimale, c'est-à-dire la valeur du point. Est-ce que la valeur du point, comment elle variera si on installe vraiment un système par point ? Il y a une valeur du point, mais du coup une inquiétude sur l'idée que si la conjoncture économique est mauvaise, elle est devenue difficile, on peut faire varier le point. En face donc de ces demandes, clarté, visibilité, garantie minimale, le pouvoir essaye de placer un certain nombre d'exigences. On l'a dit, tout changer. Pour tout changer, il propose davantage de justice dans le système. Et évidemment, c'est un élément positif, non négligeable. C'est-à-dire, chaque heure travaillée ouvrirait un droit envers la retraite. Ça n'est pas le cas actuellement. Hein. Pour, par exemple, qu'un trimestre soit validé, il faut que 2 mois dans le trimestre aient été effectivement travaillés. Le temps partiel, le travail précaire souffrent aujourd'hui des systèmes de cotisation retraite. On améliorerait les choses là-dessus. Mais il veut en même temps, affirme-t-il, l'équilibre financier pour 2025. Or, l'équilibre financier pour 2025 suppose, surtout si on installe un système dans lequel on améliore la justice sociale, le risque pour les Français de devoir travailler plus longtemps en même temps. Ce qui fait qu'on additionne dans le changement de système un certain nombre d'exigences supplémentaires. Toute la question de ce moment qui est très important dans notre démocratie politique et notre démocratie sociale. Et en ce sens, le débat d'amphithéâtre d'aujourd'hui est un débat qui, je dirais, installe la problématique sur une période assez longue en vérité. C'est de savoir où se situera l'atterrissage. Est-ce que le gouvernement arrivera à trouver des lignes de compromis ? Une ligne de compromis possible, c'est une hypothèse, hein, par définition, je n'en sais rien, c'est fixer les principes dans la loi. On installe un régime universel et un régime par points. Tous les nouveaux entrants
du privé et du public seront dans ce système assez rapidement. Et pour tous les autres, et en particulier ceux qui sont déjà dans la vie active, quelle transition, quel délai? Et donc là, on prend le temps de discuter ensuite. Et enfin, il me semble qu'il ne faut pas trop charger la barque dans ce genre de choses et qu'ajouter des mesures sur l'âge qui consisteraient à dire aux Français non seulement on change tout votre système, mais en plus il faut travailler plus longtemps, ça ne se fait pas en même temps qu'une réforme de cette ampleur. Donc l'hypothèse plus raisonnable, c'est de séparer les choses, fixer les principes dans la loi et se donner un délai pour organiser les transitions et les convergences en prenant le temps de discuter avec les organisations syndicales. Ce serait la voie de la sagesse, mais qui dit voie de la sagesse dit combien il est difficile de l'atteindre. Virginie Dulchin, vous êtes donc la directrice marketing chez AG2R Mondial. Comment se prépare-t-on chez vous devant ce sujet qui est quand même très complexe ? Alors, il faut rappeler qu'AG2R La Mondiale est un groupe qui est majeur dans la retraite, à la fois la retraite complémentaire et la retraite supplémentaire. Le groupe gère les cotisations retraite complémentaires d'un quart des salariés des Français. Donc évidemment, nous participons de manière très active à tous ces débats qui ont lieu en ce moment sur la retraite. Philippe Crevel, est-ce que vous êtes confiant pour la mise en œuvre de cette retraite ? Emmanuel Macron dit « Je n'ai aucune forme de faiblesse ou de complaisance, j'irai jusqu'au bout parce que c'est nécessaire ». La réforme des retraites, c'est évidemment un moment clé pour le président de la République. Il l'avait promis lors de la campagne électorale. Il s'y est réengagé après la crise des Gilets jaunes, quand certains avaient imaginé qu'il abandonnerait donc cette réforme. Il faut savoir que la retraite en France, c'est un peu le miroir de la société. C'est également le miroir de l'histoire sociale du pays. Il y a en France 16 millions de retraités. Il y en aura 25 millions d'ici 2060. On aspire tous à être à la retraite, ou presque. Donc ça concerne la quasi-totalité du pays. On n'aspire pas à être malade, on n'aspire pas à être au chômage. Donc le système de retraite, c'est la clé de voûte du pacte social français. Y toucher, c'est évidemment un sujet extrêmement complexe, sensible. Dans le passé, on n'a pas connu de réforme systémique depuis 1945, qui était la première grande réforme systémique par définition. Depuis, on n'a fait que des ajustements paramétriques. C'est le défi du pouvoir de justement basculer vers un nouveau système de pilotage, qui n'est pas si nouveau que cela. Néanmoins, on a tous des régimes complémentaires par points, Agirc-Arrco, donc en particulier pour les salariés, mais les indépendants, les professions libérales ont également des régimes par points, mais c'est perçu comme un grand basculement, et évidemment, cela génère des craintes en niveau donc des droits à la retraite qui ne sont pas acquis, contrairement à ce que l'on croit. On a simplement donc l'engagement d'avoir la retraite au moment de l'âge possible, légal, mais il n'y a pas un engagement de la nation sur un certain montant de retraite. Or là, il y a confusion. Et évidemment, cette confusion, largement partagée, fait qu'il y a une cristallisation des oppositions, des perdants potentiels, et tout le débat pour savoir si cette réforme des retraites passera ou passera pas, c'est de savoir si le gouvernement arrive donc à segmenter par petits morceaux les oppositions éventuelles pour éviter évidemment la fusion de tous les perdants potentiels qui bloqueraient le pays pendant des semaines et qui évidemment à un moment ou à un autre pourraient faire craquer le pouvoir, car on n'imagine pas un pays bloqué pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, sans perspective de sortie de crise. Et évidemment, dans le passé, on a bien vu que quand des manifestations dépassent une quinzaine de jours, ça devient très difficile. Donc sur le sujet, il faut attendre de voir comment le gouvernement va pouvoir organiser ces négociations et trouver des alliés potentiels. Alors justement, Jérôme Jaffray, qu'attendent les Français de cette réforme ? Écoutez, d'abord, une remarque sur ce que dit Philippe Crevel. Il faut bien comprendre que quand on a installé le système en 1945, c'était table rase. Il n'y avait rien avant. Donc ça a été perçu par tout le monde comme un progrès. Vous n'avez rien, on vous annonce que vous aurez droit à une retraite. Alors il y avait des systèmes qui existaient un petit peu ça ou là, mais c'était retraite généralisée. Immense progrès social. Du coup, les injustices à l'époque n'ont pas été vraiment perçues, puisqu'on partait d'une situation de rien à une situation beaucoup plus favorable. Là, vous n'êtes pas dans une réforme où nous sommes en table rase. Forcément, chacun compare la situation d'aujourd'hui à ce que peut être la situation au terme de la réforme.
Et c'est pour le gouvernement, du coup, quelque chose qui rend infiniment plus compliqué. Alors, à la question qu'attendent les Français de la réforme, il faut bien comprendre que les Français sont entièrement d'accord pour davantage de justice sociale, à condition de ne pas perdre par rapport à leur propre situation. Et toute la difficulté est là, parce que Emmanuel Macron a bien précisé que la France, qui consacre déjà 14% de son produit intérieur brut aux retraites, n'irait pas au-delà. Je rappelle que dans les autres pays européens, je parle sous le contrôle du plus grand spécialiste français de ces questions, Philippe Crevel, les autres pays européens, c'est 12% environ. 14% en France, on ne peut donc pas aller au-delà. Et si vous introduisez de la justice sociale en améliorant la situation des précaires, des femmes, carrières hachées par exemple, le temps partiel des carrières hachées, beaucoup de femmes sont dans cette situation. Améliorer leur situation, à qui vous prenez derrière? Et c'est le slogan « tous perdants » avec ce système. Pas tous, mais beaucoup, beaucoup de perdants. Et là, évidemment, les Français qui accepteraient une réforme, comme je l'ai souligné, ils ne sont pas sûrs que le système actuel soit satisfaisant et durable. Ils accepteraient une réforme, mais ils ne veulent pas être perdants. Deuxième remarque, pour compliquer les choses, les Français n'acceptent pas non plus de charges supplémentaires. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir d'augmentation de cotisation sur les actifs, et d'ailleurs, le gouvernement et Emmanuel Macron ne le souhaitent absolument pas pour des raisons de compétitivité en France. Les actifs ont déjà suffisamment de cotisations à payer pour qu'on n'en rajoute pas. Ils ne veulent pas la réduction des pensions, parce que, évidemment, même si Philippe Crevel ose dire qu'il n'y a aucun engagement à l'égard de personne, une fois que vous touchez votre retraite, si on se met à vous la diminuer, là, pour le coup, ça ne passerait pas facilement dans le pays. Et s'ajoute, pour compliquer les choses, que les Français, Philippe Crevel le disait il y a un instant, continuent de penser qu'on peut partir très tôt à la retraite. Et là, je dois dire que c'est un peu la quadrature du cercle. Vous ne pouvez pas à la fois ne pas augmenter les charges, faire davantage de justice sociale, que personne ne soit perdant, ne pas monter le taux de PIB qu'on compte, et continuer de dire on peut partir tôt à la retraite. Là, il y a quelque chose qui ne colle pas dans le raisonnement et qui mérite explication. Et c'est vrai, nous avons eu la surprise dans la dernière enquête Cercle de l'épargne Amphithéa avec Philippe Crevel, nous avons eu la surprise de constater que beaucoup de Français, c'était même la réponse dominante dans le sondage, beaucoup de Français disaient qu'il est possible de revenir à la retraite à 60 ans. Que, par exemple, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon proposent carrément de le faire. Et beaucoup de Français se disent « mais c'est parfaitement possible de le faire ». Il y a une petite confusion avec la pénibilité dans cette affaire, parce qu'évidemment, des carrières pénibles et des travaux manuels forts supposent d'avoir le droit de partir pas trop tard à la retraite, mais globalement et collectivement, ça n'est pas possible. Alors enfin, la seule petite fenêtre que peut avoir le pouvoir dans une situation aussi compliquée, c'est que les Français sont favorables à la fin des régimes spéciaux. Ils souhaiteraient qu'on aligne l'ensemble des régimes et qu'il n'y ait plus de régimes spéciaux. Alors là aussi, c'est plus compliqué que ça n'en a l'air parce qu'on ne peut pas du jour au lendemain tout arrêter, mais c'est le point sur lequel peut se faire, je dirais, un compromis qui fait la convergence progressive des régimes spéciaux est une chose qui serait mise au bilan positif d'une réforme. Les Français en seraient d'accord sur ce point. À ce stade, Philippe Crevel, qui seraient les gagnants et qui seraient les perdants? On en parlait un petit peu déjà là. En l'état actuel de la réforme proposée par le président de la République, il est très difficile de faire une cartographie des perdants et des gagnants. Premièrement parce que la retraite, c'est quelque chose de très individuel. Ça dépend de sa carrière professionnelle, surtout que dans un système par points, l'ensemble de la carrière professionnelle sera pris en compte pour calculer le montant de la pension. Donc, entre les personnes qui ont plusieurs statuts, d'ailleurs, le régime par points permettra justement d'éviter des différences de traitement en fonction des statuts. Mais des personnes qui auront, par exemple, des problèmes, malheureusement, dans leur vie professionnelle, ne seront pas traitées de la même façon au niveau de la retraite que des personnes qui ont des carrières régulières. Mais bon, au-delà des particularités liées à chaque individu, globalement, un régime par points favorise ceux qui ont des carrières, évidemment, la plus pleine possible. Ceux qui ont des incidents longs, n'accumulent pas de points, et évidemment pourraient être pénalisés par rapport au système actuel où on prend en compte que les 25 meilleures années pour le régime général. Mais le gouvernement a prévu des mesures de solidarité visant à ce que les périodes de chômage donnent lieu à des attributions de points, comme les périodes liées à la maladie ou les périodes liées à des congés maternité. Donc ça a déjà été prévu par Jean-Paul Delevoye.
on a indiqué que cette réforme pourrait pénaliser donc les Français les plus modestes du fait qu'ils n'auront pas beaucoup de points. Je dirais que par rapport au système actuel, ça peut se discuter. D'autre part, le gouvernement a prévu un minimum donc, de pension fixé à 1 000 €, quand dans les dispositifs actuels des régimes de retraite, on est plutôt en deçà de ces 1 000 €. Donc, il est très difficile de faire cette cartographie. On a également indiqué que les régimes spéciaux pourraient être évidemment victimes. Tout dépend là de la négociation qui est en cours et de savoir comment on va traiter les régimes spéciaux, car nul donc, ne peut imaginer qu'il n'y ait pas des mesures de compensation pour arriver à ce qu'on soit assez proche du régime actuel des 75% des 6 derniers mois. La question se pose pour les fonctions publiques. Le gouvernement a prévu que dorénavant, dans le cadre du régime universel, les cotisations donnant lieu à attribution de points soient calculées sur le traitement et primes comprises. Aujourd'hui, la retraite des fonctionnaires n'est calculée que sur le traitement. Donc ça permettrait évidemment d'avoir plus de points et d'avoir une pension qui soit la plus proche possible du niveau actuel. Évidemment, se pose la question des fonctionnaires qui n'ont pas de primes. Essentiellement, donc le corps professoral et les aides-soignants et infirmiers dans la fonction publique hospitalière. Là également, une négociation est en cours pour augmenter le niveau des primes. Les partenaires sociaux refusent l'idée de primes et souhaitent des majorations salariales automatiques en ce qui concerne ces personnels. Mais vous voyez qu'il est difficile, à l'heure actuelle, d'indiquer clairement quels sont les gagnants et les perdants. Ce qui est certain, c'est que les gagnants en la matière, il y en aura, ils seront très silencieux. Que les perdants, on va les entendre. Alors, un autre point sur lequel on focalise beaucoup, c'est l'âge. Alors, Jérôme Jaffray, pourquoi les mesures d'âge sont si sensibles ? Écoutez, bien sûr, l'âge de départ à la retraite, c'est une question fondamentale. D'abord, dans la tête des Français, il y a des acquis sociaux. Et les acquis sociaux, c'est quelque chose de fondamental, comme leur nom l'indique. On ne revient pas facilement en arrière. Donc, la grande réforme qu'a fait la gauche en arrivant au pouvoir en 1981, c'est l'abaissement de l'âge légal de la retraite de 65 à 60 ans. Probablement est-elle allée trop fort à ce moment-là, car l'allongement de l'espérance de vie qui était déjà prévisible faisait qu'on aurait pu trouver sans doute un moyen terme, mais il y avait une symbolique extraordinaire. En particulier, encore dans ces années-là, les ouvriers n'avaient pas une espérance de vie à la retraite très considérable. Et donc, le fait de partir à la retraite dès 60 ans, c'était un facteur extraordinaire. Donc, attachement aux acquis sociaux, ça c'est un premier point. Vous avez par ailleurs, disons-le franchement, une relation assez mauvaise de beaucoup de salariés à leur travail. Et il faut comprendre que du coup, les salariés attendent la retraite comme une libération par rapport au travail. Et là, c'est une immense question pour les entreprises, qui intéresse aussi d'ailleurs AG2R, la mondiale, dans ses relations, je dirais, avec ses assurés. C'est la façon dont les entreprises peuvent faire mieux vivre leurs salariés passés 55 ans, qui ne soient pas traités comme des rebuts de l'entreprise, aucune perspective, aucune possibilité. Ça, c'est dramatique comme situation. Parce que vous ne pouvez pas. L'accompagnement dans la deuxième partie de la vie professionnelle. La dernière partie de la vie professionnelle, et pas seulement, ils peuvent encore apporter beaucoup à leur entreprise. Et donc le fait qu'ils aient le sentiment qu'ils ne servent plus dans l'entreprise fait que l'attente de départ à la retraite est quelque chose du coup qui est évidemment une sorte de libération par rapport au travail. J'ajoute un autre élément qui est à prendre en considération sur ces affaires. Nous avons une situation aujourd'hui où la notion de contrainte financière globale n'existe plus dans le pays. C'est-à-dire que vous pouvez parler de milliards d'euros, ça ne dit strictement rien aux Français. Vous pouvez annoncer que le déficit prévu est de 13 ou 14, entre 7 et 17 milliards. C'est comme si vous parliez autrefois en ancien franc, quasiment. Nous sommes dans les... Voilà. Et là, je dirais qu'il y a un recul de la rationalité dans le débat public assez inquiétant, me semble-t-il. C'est-à-dire qu'on n'a plus l'idée que les déficits qu'ils se creusent, il faudra bien les payer. Ces déficits créent de la dette. Cette dette risque à tout moment d'avoir des taux d'intérêt qui remontent et d'étrangler la situation financière du pays tout entier et donc de chaque Français dans sa vie quotidienne. Là, il y a un déficit. Alors derrière ça, si vous voulez, il faut bien comprendre que ne pas partir trop tôt à la retraite, le risque de cette réforme, si vous voulez, de la réforme par points, c'est de dire, je décide à tout moment quand je pars à la retraite, puisque j'aurai les points et que je peux évaluer. C'est extrêmement risqué.
parce que l'expérience sociologique minimale indique que précisément c'est les plus modestes et les plus pauvres qui, ayant la plus mauvaise relation avec le travail, risquent à tout moment de dire « je m'en vais ». Je quitte le travail, alors même qu'ils auront une retraite très insuffisante pour vivre correctement. Il ne faut pas fabriquer des vieux pauvres en masse en France. C'est un des enjeux fondamentaux de la réforme. Et ça, du coup, il faut maintenir un âge légal de départ à la retraite qui soit suffisamment élevé, le nombre de durées de cotisation de trimestre qui soit suffisamment élevé, précisément pour éviter le risque de créer de vieux pauvres. Et ça, je trouve que c'est pour le moment, en tout cas, très insuffisamment expliqué par les représentants du gouvernement. Alors justement, Philippe Crevel, devant tant de complexité, comment les Français peuvent se renseigner, comment faire des simulations, comment se retrouver? Parce qu'il y a encore beaucoup de flou et beaucoup d'interrogations. Avec l'engagement de la réforme de la retraite, est apparu des simulateurs sur Internet. Il faut faire très attention. En matière d'information, il y a les fake news et maintenant il y a les fake simulateurs où on peut donc évaluer sa pension dans le cadre du futur régime de retraite par points. Sauf que nul ne connaît aujourd'hui les équations, les paramètres, les données du futur régime de retraite par points. Donc là-dessus, j'appelle à la prudence tant que ce n'est pas inscrit dans le marbre de la loi, publié au journal officiel, et que des organismes sérieux aient mis en place le cercle de l'épargne, par exemple, ou AG2R La Mondiale, aient mis en place des simulateurs donc permettant de calculer la future pension avec le nouveau dispositif, je dis attention. Néanmoins, cela n'interdit pas de se renseigner déjà sur ce que l'on peut avoir dans le cadre des retraites actuelles, car même si on bascule dans le régime par points, il sera tenu compte, évidemment, de sa vie professionnelle passée pour établir la future pension. On ne va pas rayer d'un trait. Donc, tout ce qu'on a cotisé, en fait, même si ça ne donne pas des droits acquis, comme je l'ai dit, mais néanmoins, on va tenir compte de la carrière professionnelle passée pour calculer la future pension. Donc là, on peut évidemment utiliser les simulateurs officiels et s'adresser évidemment aux professionnels en matière de retraite, comme le groupe AG2R La Mondiale, qui dispose de conseillers, car la retraite, c'est vrai, c'est un sujet très compliqué, surtout quand on a une carrière non linéaire, qu'on a une carrière avec plusieurs statuts. Si on a été indépendant, fonctionnaire, salarié, retour à la case indépendant, il faut évidemment, dans ces cas-là, s'adresser à des spécialistes, et c'est le conseil que je peux donner en la matière. Merci. Quel serait, Jérôme Jaffray, pour le français, le véritable but de cette réforme? Dans l'idéal et le souhaitable, c'est bien les mêmes droits pour tous et la garantie d'un système de retraite qui fonctionne et à qui le pacte social qui a été conclu à la Libération, avec effectivement l'instauration de la sécurité sociale en particulier et des régimes de retraite, puisse se perpétuer dans un monde où les incertitudes règnent. Donc ça, les mêmes droits pour tous et un système qui peut durer, ce serait, je dirais, le satisfecit de la réforme. Alors, les véritables buts, parce que le problème, c'est que le manque de confiance dans la parole politique, dans la parole publique, dans la parole des experts, soyons lucides aussi aujourd'hui, les experts eux-mêmes ont une parole qui peut être mise en doute par le public, et donc ça oblige à développer les argumentaires, à ne pas se contenter d'asséner une parole d'autorité. Le risque pour les Français, c'est que derrière ces mêmes droits pour tous, il s'agit de raboter la retraite. Voilà ce que pensent beaucoup de Français. On veut la raboter, la retraite, car la valeur du point... Alors certes, Emmanuel Macron, quand il a fait un grand débat à Rodez sur la retraite, il n'a pas duré 7 heures celui-là, seulement 3 heures, je veux dire, il était beaucoup plus raisonnable ce jour-là. Il a dit le point ne baissera pas, la valeur du point ne baissera pas, mais je dirais que cette forte promesse n'engage qu'Emmanuel Macron, qui probablement ne sera pas président de la République dans les 40 prochaines années, malgré son jeune âge. Et donc, nous avons une situation où il y a doute. Si la valeur du point doit diminuer, évidemment, à ce moment-là, le retraité qui aujourd'hui, même si on nous dit que ça n'est pas un droit acquis, le retraité se dit « je dispose de temps pour ma retraite et jusqu'à ma mort, je toucherai cette retraite ». Et si la valeur du point est considérée comme pouvant diminuer à tout moment, la valeur de ma retraite peut à tout moment ressembler à des assignats sous la Révolution française. Et donc on peut comprendre qu'il y ait une certaine inquiétude sur ce sujet. C'est un des points vraiment sur lequel... Et du coup,
ça débouche sur la question de la gouvernance. Qui gouvernera le système par points? Dans l'enquête que nous avons évoquée du Cercle de l'épargne et d'Amphithéâtre, dans notre enquête annuelle, nous avons posé la question de qui doit gérer ce nouveau système de retraite entre l'État et les partenaires sociaux. Je vous le dis tout net, il n'y a pas photo. Certainement pas l'État, et en tout cas pas l'État tout seul. Les partenaires sociaux doivent être associés à la gouvernance. Et là, c'est un des éléments qui fait l'extraordinaire importance que les syndicats ne soient pas quand même dans une situation où ils se trouveraient par un affrontement trop brutal, écartés de la future gouvernance, en disant d'eux-mêmes, par exemple, puisque c'est comme ça, nous ne participerons pas à la gouvernance. Car ce serait un sujet d'inquiétude beaucoup plus majeur encore pour les Français. Il faut que les syndicats représentants des salariés soient associés à la gouvernance du système pour faire précisément entendre la voix des salariés et éviter les risques que je dis, que derrière le but très noble de donner les mêmes droits pour tous, on aboutisse à une situation où on ait de moins en moins de droits. Merci. Nous avons longuement parlé de la réforme des retraites, des régimes obligatoires. Nous allons maintenant parler de l'épargne retraite. Plus de PERCO, plus de PERP, plus de préfonds. Désormais, il y aura un seul dispositif. Alors, un seul dispositif, il est Crevel, mais plusieurs compartiments. Oui, la loi PAC crée le plan d'épargne donc pour la retraite, le PER, un plan d'épargne retraite. Il agglomère donc toute une série de produits d'épargne qui ont été créés au fil de l'eau, année après année, souvent en catimini, parce qu'on ne voulait pas trop parler de fonds de pension en France, on ne voulait pas trop parler de capitalisation, ça faisait peur. Et donc, on avait une législation très complexe, avec parfois des contradictions, et surtout, il y avait plusieurs défauts. Premièrement, les produits n'étaient pas portables les uns vers les autres. Donc on avait un morceau, par exemple, de plan d'épargne retraite populaire, PERP, qui ne pouvait pas aller sur le PERCO, parce que c'était un produit d'épargne retraite collective. On pouvait avoir également un article 83, qui est un produit d'épargne retraite obligatoire en entreprise. Ce n'était pas portable. Là, d'un seul coup, le gouvernement a décidé que tous les produits seraient portables. Deuxièmement, il y a l'idée d'harmonisation au niveau des modes de sortie. Et puis, il y a l'idée donc de créer un axe de l'épargne retraite en France, avec des branches, avec des compartiments, 3 compartiments. Le premier compartiment, c'est l'épargne retraite avec versement volontaire. Ça regroupe ce qu'on avait à l'heure actuelle sur le PERP, le plan d'épargne retraite populaire, mais également des versements volontaires qu'on pouvait effectuer sur des produits collectifs, comme le PERCO ou l'article 83. Ça, ce sont les versements volontaires. Il y a le deuxième compartiment qui regroupe essentiellement l'épargne salariale, ce qu'il y avait dans le PERCO, et un troisième compartiment qui est l'épargne retraite obligatoire en entreprise, qui correspond au fameux article 83 avec des cotisations obligatoires employeurs, avec une possibilité que ce produit soit catégoriel, ça veut dire réservé à certaines catégories au sein de l'entreprise. Donc 3 compartiments dans le PER qui regroupent les anciens produits qui ne seront plus mis à distribution à partir du 1er octobre 2020 et qui donc, par défaut, seront dans cet arbre à 3 compartiments. Alors, est-ce que vous pensez que tout ça, comment se retrouver dans tout ça? Parce que c'est pas évident, tous ces compartiments. On parlait tout à l'heure de voir s'il y avait des simulations, si on pouvait les faire. La meilleure façon pour se renseigner ou pour comprendre, comment il faut faire? Le système passé était complexe, avec plein de produits. Là, il y a une convergence, une cohérence qui a été donc instituée par le PER. Chaque compartiment a son régime fiscal, social. Donc il y a quand même une source de simplification. D'autre part, il a été intégré le fait que les sorties en capital seraient cohérentes à chacun des compartiments. Possibilité pour les compartiments 1 et 2, volontaires ou épargne salariale, d'avoir des sorties en capital, avec la possibilité, même avant l'âge de la retraite, de partir avec le capital pour acheter sa résidence principale. Donc il faut voir quand même que cette harmonisation de la législation est une simplification. Néanmoins, on reste dans l'épargne retraite, donc c'est forcément toujours un peu compliqué. Et donc il n'est pas évidemment inutile en la matière de faire appel à des spécialistes
pour être conseillé, pour voir quel est le meilleur dispositif qui correspond aux besoins, soit de son entreprise, soit du besoin individuel. Là, on sera plutôt dans le compartiment 1, quand pour les besoins d'entreprise, on sera peut-être dans le compartiment 2 et 3, mais en fait, tout se complète. Et donc, évidemment, qu'il faut aller voir les conseillers, et évidemment, AG2R La Mondiale, qui est leader en matière d'épargne retraite, est évidemment la plus à même à renseigner et à trouver le bon dispositif, les meilleures solutions, parce que le nouveau régime de PER comporte de nombreuses options possibles sur les versements et sur les régimes fiscaux et sociaux. Donc, en fonction des options qu'on va prendre, en matière de fiscalité à l'entrée, on aura à la sortie des dispositifs spécifiques, et il ne faut donc pas se tromper. Et c'est pour ça qu'en la matière, il faut vraiment se renseigner. On ne peut pas y aller la fleur au fusil. Alors justement, Virginie Dulce, vous êtes donc, je rappelle, la directrice de marketing chez AG2R La Mondiale. Comment voyez-vous cette réforme? Est-ce que c'est une menace ou une opportunité pour vos clients et les adhérents d'Amphithéa? Alors moi, je pense que c'est plutôt une opportunité. En effet, on l'a vu, avec à la fois la réforme sur la retraite ou la loi Pacte, ça crée un contexte favorable pour que les Français s'interrogent sur leur propre retraite, sur leurs propres besoins à la retraite. Et il faut le reconnaître, le fait de pouvoir sortir en capital, ça lève un frein. Aujourd'hui, les Français n'aiment pas les produits tunnels. Donc pour moi, la loi Pacte, ça ouvre de nouvelles perspectives, plus de liberté et de choix au moment du départ à la retraite. On peut sortir en capital, en rente, un mixte rente-capital ou du capital fractionné, plus de disponibilité aussi du capital. Et c'est vrai que c'était un frein pour les jeunes. Maintenant, on pourra sortir du capital lors de l'achat d'une résidence principale. Et enfin, plus de simplicité, réunir l'ensemble de ces produits d'épargne retraite en un seul. Quel conseil donnez-vous à une personne qui aujourd'hui est détenteur d'un contrat, qu'il soit père, matelin ou autre? Alors mon conseil, c'est surtout ne pas se précipiter. Il faut prendre le temps, il ne faut pas répondre aux sollicitations qui sont très nombreuses aujourd'hui des banquiers et d'autres assureurs. En fait, prendre une décision hâtive peut avoir de vrais impacts sur l'épargne retraite. Mon conseil, c'est prendre rendez-vous avec un conseiller AG2R La Mondiale. Il fera un vrai bilan. Il étudiera si c'est intéressant d'ouvrir un plan d'épargne retraite, si c'est intéressant de transférer les anciens produits vers ce plan d'épargne retraite, mais c'est vraiment un bilan individuel selon les objectifs du client et selon sa situation personnelle. Alors comment allez-vous accompagner concrètement vos clients et les 450 000 adhérents d'Amphithéa? Alors bien sûr, nous avons déjà commencé. Nous avons envoyé 190 000 courriers électroniques en septembre à tous nos clients de moins de 65 ans. Pour bien montrer que le groupe était présent sur la loi Pacte. Nous avons envoyé un deuxième courrier électronique fin novembre avec des messages plus spécifiques, certains pour les TNS, les travailleurs non salariés, les salariés ou aussi les chefs d'entreprise, en renvoyant vers le site internet sur lequel il y a beaucoup d'informations. Et ça, ce sont pour les clients. Et bien sûr, nous accompagnons nos commerciaux avec des formations à la fois digitales et en présentiel pour qu'ils puissent en permanence toujours apporter le meilleur conseil à nos clients. Et puis, dernier point qui n'est pas neutre, c'est adapter les outils. Donc, beaucoup de travaux sur les outils actuels. On remet à jour l'ensemble de nos simulateurs pour avoir des bons simulateurs, comme disait M. Crével, qui sont extrêmement importants dans les choix que l'on peut proférer pour nos clients. Philippe Cravel, comment voyez-vous l'évolution de l'épargne retraite sur un marché sur lequel se focalisent les acteurs du marché que sont les banques et les assurances? Aujourd'hui, l'épargne retraite en France est un petit marché. Les compléments de retraite par capitalisation offerts par le PERP, par la Préfonds, le COREM, le PERCO, l'article 83, ça assure 2,3% des revenus des retraités français. On est très très en deçà de la moyenne des pays de l'OCDE, c'est aux alentours de 17%. Il y a donc, on va dire, un énorme marché qui s'ouvre donc aujourd'hui en matière d'épargne retraite. Et cela est d'autant plus nécessaire qu'avec ou sans réforme des retraites, le taux de remplacement, c'est-à-dire le rapport entre la pension qu'on touche au moment de son départ à la retraite et ses revenus d'activité, ce ratio va baisser de 10 à 20 points dans les 30 prochaines années. Que ce sont les cadres qui seront évidemment les plus impactés par cette baisse. Donc la nécessité, pour maintenir son niveau de vie à la retraite, d'avoir un supplément d'épargne retraite est de plus en plus important. Et on sait que la sensibilité des Français sur le niveau de vie à la retraite est très élevée. Selon l'enquête du Cercle de l'épargne et d'Amphithéa,
de 2019, 70% des Français considèrent qu'ils n'auront pas la retraite suffisante pour vivre correctement. On voit bien que ce taux de 70% traduit une forte inquiétude en la matière et que cela justifie la nécessité de souscrire à des produits d'épargne retraite, et le PER comble en grande partie ce besoin. D'autant plus qu'avec la portabilité, la possibilité d'avoir 3 produits en un, évidemment, on couvre l'ensemble du champ de l'épargne retraite et on couvre donc cette attente, ce besoin des Français d'avoir, durant toute leur vie professionnelle, une couverture supplémentaire pour la retraite qui leur permettra, le moment venu, d'avoir un petit revenu ou d'avoir un capital qui s'ajoutera à leur pension. D'autant plus que, comme on a une forte appétence à vouloir partir tôt, et qu'il y a un risque important que si on part tôt à la retraite, le niveau de la pension offert par les régimes obligatoires soit plus faible, il faudra donc d'autant plus nécessaire d'avoir ce supplément d'épargne retraite à travers ce PER. Donc je dis qu'aujourd'hui, il y a un énorme marché qui se développe, qui répond aux besoins des Français. Un mot pour conclure, Jérôme Jaffray ? On voit bien d'abord que cette inquiétude que les Français ont sur la retraite, que vous soulignez dans cette dernière intervention, qui est forte, et on comprend mieux d'ailleurs qu'à partir du moment où on réforme la retraite, l'inquiétude que les Français éprouvent pour leur propre retraite se diffuse à l'ensemble de la société dans un ensemble général qui fait que c'est un sujet profondément anxiogène pour les Français. Et l'une des questions qui se pose, c'est qu'effectivement, bien préparer sa retraite, c'est un enjeu. C'est un enjeu absolument majeur. Il faut anticiper un certain nombre de besoins qu'on aura à la retraite. Et quand vous évoquiez l'importance de discuter et de faire des bilans avec des conseillers, par exemple ceux d'AG2R, la mondiale, compétents sur ces sujets, et dans ce type de discussion, c'est apprécier les besoins qu'on aura pendant sa retraite et donc comment construire une retraite qui ne soit pas très en deçà des besoins que vous exprimez. Et ça, je dirais que beaucoup de Français ont des difficultés. D'abord à se projeter à long terme et à se projeter sur les besoins qu'ils auront. Mais c'est là où la notion de conseil devient quelque chose de fondamental. Et j'oserais dire que si le gouvernement s'inspirait de cette idée de conseil, eh bien peut-être est-ce qu'il pourrait mieux présenter sa réforme aux Français, mieux l'expliquer et mieux les convaincre de sa nécessité. Merci Jérôme Jaffray, merci Philippe Crevel et merci à Virginie Dulchin d'avoir participé à cette première d'Amphithéa Éco. Nous nous retrouverons sûrement bientôt pour un autre numéro. J'espère que cette formule a permis à vous, adhérents, sociétaires d'Amphithéa et d'AG2R La Mondiale, d'apporter des réponses à vos questions sur la retraite. Nous vous invitons à consulter le dernier numéro d'Amphithéa Magazine consacré à la loi Pacte et aussi le site internet amphithéa.com et les réseaux sociaux. Merci et à très bientôt.